Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour où je tourne la vidéo, nous sommes le 5 juillet, c'est le jour de mon anniversaire. J'espère que vous allez bien. Les messages affluent depuis ce matin, je suis extrêmement gâtée de partout. Je me suis levée ce matin, j'avais déjà beaucoup de messages de SMS sur mon téléphone personnel ou sur les applis perso. Et puis ça enchaîne depuis ce matin. J'essaye de répondre à tout le monde, mais ne m'en voulez pas. Je vais certainement passer du temps. J'essaye régulièrement d'aller répondre à quelques messages, histoire d'apporter une réponse à tout le monde. Justement, ce soir, je vais vous publier une vidéo qui aborde justement un peu le thème de mon anniversaire et que j'ai tourné il y a seulement 2 jours. C'est assez étonnant puisqu'en effet, j'ai beaucoup de vidéos en stock, mais les guides ont choisi que cette vidéo-là devait être publiée aujourd'hui. Voilà, contraction. Peut-être parce que justement, c'est symbolique que je parle de mon anniversaire et qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Voilà, et contraction confirmée. Voilà, en tout cas, moi, que ce soit cette vidéo-là qui soit publiée ce soir ou une autre, pour moi, peu importe, je publie toujours la vidéo que les guides souhaitent que je publie. Voilà, donc j'ai publié celle-là, ça sera celle-là. Voilà. Par contre, ce que je vais aborder dans cette vidéo ci-jointe, ça va être un complément de cette fameuse vidéo qui sera publiée ce soir. Et franchement, je pense que cette vidéo, elle va pas sortir tout de suite. C'est un peu comme la passionnite. Je vous ai mis un premier volet de la passionnite, mais le volet 2 de la passionnite arrivera plus tard. Pourquoi ? Parce que les guides veulent voir si le fait d'espacer une même thématique et d'y revenir après est plus efficace pour enfoncer le clou dans votre esprit que de faire 2 vidéos de suite qui parlent de la même thématique. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'ils tentent pour voir ce qui est le plus efficace sur vous. Voilà. Si c'est le fait d'espacer, d'enfoncer le clou, de réaborder d'autres thèmes, pour revenir sur la thématique, réenfoncer le clou. Personnellement, moi, je pense que c'est plus efficace. Mais on verra, c'est eux qui jaugeront en fonction de comment ça joue sur vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je constate régulièrement en coaching que quand vous allez réécouter des vieilles vidéos de moi, vous entendez des choses que vous n'aviez pas entendues les premières fois. Pourquoi ? Parce que, bon déjà, chaque vidéo, il vaut mieux l'écouter plusieurs fois, parce que même si vous l'écoutez deux fois dans la semaine ou 3 fois en 2 semaines, vous allez entendre des choses que vous n'aviez pas entendues à chaque fois parce que vous partez dans vos rêveries, vous réfléchissez. J'ai parlé d'un truc, ça vous fait penser à, mais pendant que vous êtes en train de penser à, moi je suis en train de continuer à parler, donc en fait vous n'êtes plus en train de m'écouter. Donc en fait vous n'avez écouté qu'un pourcentage de la vidéo. Alors que si vous écoutez la vidéo plusieurs fois, là vous allez entendre 100% de la vidéo. Ceci dit, même quand vous faites les choses sérieusement de cette façon, et que vous allez réécouter une vidéo plus vieille, d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois, vous allez entendre des choses qu'à l'époque vous étiez persuadé d'avoir comprises, et là, quand vous réécoutez, vous ne le comprenez plus du tout de la même façon. Et là, vous comprenez l'ampleur du message. Pourquoi ? Parce qu'en 3 mois ou 6 mois, vous avez évolué, et que là, le message, vous l'accueillez dans son entièreté et avec tout ce que ça implique. Et là, avec une vraie intensité dans le message, une vraie puissance. C'est comme si, à l'étape où vous étiez, vous aviez compris, vous l'avez quand même compris comme il fallait, parce que c'était en fonction de là où vous étiez. Mais là, vous venez le comprendre plus en profondeur. Vous voyez, comme si au début, vous aviez compris la couche au-dessus. Si vous l'écoutez plusieurs fois, à chaque fois, vous allez réécouter une couche en plus. Mais là,
vous allez la réécouter 6 mois après, et là, vous avez, putain, mais c'est... Voilà, il y a comme l'ampoule qui s'allume, Eureka, vous voyez? Et donc, en fait, c'est toujours important d'aller réécouter les vieilles vidéos, etc. Donc, quand vous vous ennuyez, allez réécouter. Dans la vidéo que je vais publier ce soir, le jour de mon anniversaire, bon, quelque part, je vous tourne des vidéos aujourd'hui parce que je vous avouerai que ce week-end, j'aurai pas le temps, puisque je vais recevoir à la maison et que de ce fait-là, voilà. Donc, je vous tourne des vidéos aujourd'hui et je trouvais important de le faire vite parce que la vidéo que j'ai tournée il y a 48 heures, j'ai pas pu tout dire dedans. Contraction. Et si j'attends la semaine prochaine, alors là, ça sera complètement passé à l'as et je vais complètement oublier en fait. En fait, dans cette vidéo, j'ai abordé un sujet qui était que depuis un mois, les guides me font tourner en bourriquette. Et ils m'envoient beaucoup d'imprévus. C'est un peu comme si on me réenvoyait des tests, des défis, où j'ai déjà eu des équivalents il y a longtemps, et qu'on me les représentait aujourd'hui pour voir comment j'accueille ça. Ça, c'est quelque chose de traditionnel sur une montagne, c'est que un défi que vous avez loupé, on va vous le représenter jusqu'à ce que vous le réussissiez. Ça déjà, soyez sûr de ça. Ici, c'est pas un contexte de défi loupé, contraction. Mais c'est quelque chose qu'on me représente quand même. C'est toujours pour voir et tester ma complétude, en fait. Quand vous travaillez votre complétude, la complétude se travaille sur longtemps. Cette complétude, il faut qu'elle soit stable. Elle va être testée sur un long temps. Pour réussir, vos guides vont jauger la stabilité de votre complétude. Désolée, je bois mon café avant qu'il soit froid. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais la complétude, on peut vous y tester pendant plusieurs années. Et ça, votre complétude, ça va être votre état de finalité. Donc comme ça devient votre état de finalité, attendez-vous à y être testé jusqu'à la fin de votre incarnation. Par rapport à cet état de complétude, votre état de complétude, c'est comme si il va encore réussir à s'améliorer au fil du temps. C'est pas évident à expliquer quelque chose que moi je ressens, mais que il faut que j'arrive à mettre les mots là-dessus. Et c'est pas évident de mettre des mots terrestres pour faire comprendre quelque chose qu'on ressent au fin fond de soi. Même moi, oui, même moi. Parce que les gens vont dire, mais si, t'arrives toujours à trouver les mots. C'est pas si évident que ça, en fait. Parfois, j'ai cette notion qui est vraiment en moi, et puis je dois le traduire en vidéo. Et c'est pas... Je le vis parfois un peu comme un défi de réussir à mettre les mots les plus justes et les plus adéquats pour retranscrire ça, en fait. Et là, typiquement, c'est pas évident. La complétude, c'est comme si vous atteigniez un état de complétude qui est un état de paix, mais que cet état de paix, il va encore évoluer et monter. Ça va être encore une complétude encore mieux, encore plus complète. En fait, cet état de complétude va toucher certains sujets, et puis c'est comme si ça s'étalait à tout. C'est comme si vous aviez votre état de complétude, et quand il y a un événement, cet événement vient quand même vous parasiter. Et c'est normal, parce que vous ne serez jamais un robot
et vous aurez toujours un émotionnel. Fort heureusement, on reste des êtres humains. Et en fait, il y a des choses qui parfois vous agacent, et là, inévitablement, vous avez un tressautement et vous sortez de votre état de complétude. Ce truc-là vous agace, mais c'est très rapide pour vous. Rapidement, vous repartez dans votre état de complétude. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir un encéphalogramme plat, puis à un moment, piou, mais vous revenez vite à votre complétude. Et au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de choses qui vont vous faire tressauter. Donc, des choses qui avant vous faisaient tressauter, ben là, ça va continuer à être stable, à aller droit. Vous voyez un peu l'idée ? Et donc, il y a de moins en moins d'éléments perturbateurs qui arrivent à vous impacter. Donc, votre complétude, elle est de plus en plus souvent comme ça, avec de moins en moins de pics. Et en plus de ça, ces fameux pics que vous avez, ils deviennent de plus en plus petits. Et en fait, c'est très rigolo, parce que ce que j'ai constaté avec ce mois où les guides m'ont testé, je me suis clairement rendu compte qu'ils mettaient un peu la patate. Ils s'éclataient en haut, ils s'en donnaient à cœur joie. Je vais vous donner un exemple que j'ai connu il y a, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans peut-être. Il y a 2 ou 3 ans, je ne saurais plus dater. J'ai du mal à dater les choses en fait parce que j'ai l'impression que le temps passe si vite. Quand on travaille sur soi, le temps passe si vite en fait, on ne voit pas le temps passer. Ce téléphone sur lequel je suis en train de filmer cette vidéo, c'est un téléphone que j'ai dû acheter en urgence parce que je vois encore que un matin je jardine dans mon jardin, mon téléphone tombe par terre, l'écran se pète. Paf, mon téléphone cassé, HS. C'est pas que une petite fissure et je peux encore utiliser mon téléphone. Non, je peux plus du tout l'utiliser. J'ai plus de téléphone. Aujourd'hui, quand on n'a plus de téléphone, c'est le drame. Donc ça a été ma première réaction quand j'ai vécu ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y a pire dans la vie. Mais en fait, ça me saoulait. Mon émotionnel à l'intérieur, je le ressentais. C'était la panique. Putain, je vais devoir sortir du fric pour acheter un téléphone. Putain, j'avais pas prévu ça. Tous mes souvenirs sur mon téléphone, je vais tout perdre. Si je peux même plus l'allumer, comment je vais accéder pour aller rechercher mes souvenirs? Waouh! Moulinette, moulinette, moulinette. Mais, si vous avez écouté la première partie de cette vidéo que j'ai publiée le 5 juillet, moi j'avais cette habitude de compresser mon émotionnel, contrôler, être quelqu'un de calme, de posé, qui prend pas de place, qui fait pas subir aux autres mes émotions. Donc en fait, je recompresse mon enfant intérieur à l'intérieur qui lui est complètement dégoûté, qui ressent un émotionnel et il ressent un émotionnel, je le refous dans la cage. Tiens, je vais recompresser même la cage. Tiens, toi je veux pas t'entendre. Moi je vais rester calme et c'est pas très grave. Toujours cette suradaptation. Et j'ai été comme ça toute cette journée qui a été une journée sketch. C'est-à-dire que, comme je n'exprimais pas mon émotionnel et que je l'ai étouffé, les guides ont continué de faire en sorte que cette journée s'enchaîne. Et ils m'ont envoyé plein de trucs s'enchaîner toute la journée. Et moi, à chaque fois, mon mécanisme impulsif, je vous avais dit, moi, mon impulsivité, c'était ça, c'était... Voilà. Mon mécanisme impulsif, c'était ça. J'étouffe. Je suis zen. Je contrôle mon émotionnel. Je ressens pas. Voilà. Donc en fait, d'apparence, oui, d'apparence d'extérieur, j'étais cet encéphalogramme plat. Mais à l'intérieur, c'était pas ça.
je forçais l'encéphalogramme plat. Mais j'étais pas du tout comme ça. Je réprimais. Et c'est masochiste de réprimer. C'est masochiste de réprimer. Pourquoi? Parce que quand vous réprimez, après vous explosez. Donc ça fait, je réprime, j'explose. Je réprime, j'explose. C'est même plutôt ça. Je réprime, mais quand je réprime, oui, j'ai l'encéphalogramme, mais j'explose. J'ai un gros pic, donc je réprime, j'explose. Je réprime, j'explose. Et c'est pas bien, parce que quand vous explosez, chez moi, c'était très tempéré, mais je vois des personnes en coaching qui, eux, quand ça explose à la figure de n'importe qui, et même parfois à ma figure à moi, et parfois c'est moi qui prends pour les torts des autres. Donc si déjà vous le faites avec moi, ça veut dire que vous le faites peut-être avec vos gamins, ça veut dire, c'est pas ok en fait. Vous voyez? Pour le coup, cette journée où mon téléphone est mort, je suis restée beaucoup dans ce self-control, de réprimer le contrôle. Moi, j'étais quelqu'un qui avait un contrôle de cinglé. Je pense que ma pire blessure que j'avais, c'était la blessure de trahison. Ça doit être le truc que j'ai moins su guérir dans mes vies antérieures. Contraction, vous voyez? Parce que franchement, ça a été pour moi la plus galère à nettoyer. Et autant certains vont facilement, quand c'est la blessure d'injustice, ils vont facilement avoir cette expression de c'est pas juste, c'est injuste. Moi, c'était plutôt on me trahit. C'est ça qui me serait plutôt venu à l'esprit plutôt qu'injuste. À chaque fois que dans certaines situations, j'écoute les gens dans ce qu'ils vivent dans leur quotidien, ils vont facilement dire injuste, injustice. Moi, comme ça, je savais pas. Moi, à chaque fois, ça va être plutôt trahison, trahi. Voilà, c'est moi vraiment, c'était la trahison. Et c'est vrai que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. Vous voyez, pas d'émotionnel pour pas déranger. Donc, je contrôle mon émotion. Je me suradapte aux autres. C'était mes stratégies. Mon mécanisme impulsif, c'était de me taire. Tout dans ce contrôle-là. Certains sont contrôlants, tyranniques envers les autres, mais moi, mes mécanismes contrôlants, c'était d'être soumise et de me suradapter aux autres, d'être conforme à ce que les autres attendaient de moi. Si j'ai vécu un énorme burn-out, cherchez pas, tout est lié, voilà. Donc en fait, moi, c'était vraiment ça, mon mécanisme, et mes mécanismes de contrôle. Donc je réprimais toujours cet émotionnel. Les guides ont envoyé la patate toute la journée, cette journée a été un sketch des années après, je m'en souviens encore. Et puis, le soir, je prends le volant pour aller mener mon téléphone enfin en réparation, puisque j'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait me le réparer avec un délai court. Et en fait, je monte dans ma voiture, je fonce dans une poubelle, donc ma voiture fonce dans un truc. Je ne sais plus ce qui se passe encore. Il y a encore un autre truc qui s'est passé en une fraction de seconde. Et là, j'ai explosé en pleurs derrière mon volant. Là, j'ai pété un plomb. La journée avait été horrible. J'avais contenu, réprimé toute la journée. Là, ça continuait. C'était la voiture, je m'en plafonnais, etc. Et là, ça a été la goutte d'eau. Et là, je me suis effondrée en pleurs dans ma voiture. Et là, j'ai entendu la voix de mes guides qui m'ont dit « Ah, quand même !» Donc là, je me suis arrêtée dans mes pleurs en disant « Ah, quand même !» Et je leur ai demandé « Vous me poussez à bout depuis ce matin ?» Et ils m'ont répondu « Oui ». Ils me poussaient à bout pour être connectés à mes émotions, arrêter de compresser, de réprimer, de vouloir être cette nana qui dérange pas, cette nana parfaite, qui dérange pas, qui dérange personne, qui a pas un mot qui dépasse plus que l'autre, qui même quand elle vit des trucs, elle dérange pas.
Je pense que ça a été mon dysfonctionnement toute ma vie. Pas déranger. Ne pas déranger. Donc je rejetais mon émotionnel. Donc je rejetais mon enfant intérieur. Je réprimais, je le mettais en cage. Ça fait écho à la première partie. Le fait de reprendre sa place. Vous voyez ? C'est de ce jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas réprimer ses émotions. Que les guides voulaient me faire vivre des choses. Pour moi, ça a été dur, ma montagne, puisque j'avais personne pour me coacher. J'étais en communication directe avec les guides. Donc en fait, pour réussir à comprendre tous les messages qu'ils voulaient me faire comprendre, je ne comprenais pas toujours en fait. Donc en fait, par rapport à ça, ils essayaient de... là, le message était clair. Je me suis dit, ah putain, il me pousse le bouchon de plus en plus loin depuis ce matin. Si j'avais accepté de ressentir mes émotions, j'aurais vécu moins de drames aujourd'hui. Mais comme j'étais dans la résistance et dans le contrôle, j'ai été trahie, je me trahissais, donc je m'en prenais encore plus d'événements pourris dans la journée pour enfin arriver à ce moment-là où j'allais soit exploser de colère ou être dégoûtée, mais au moins j'allais manifester un émotionnel et pas cette zen attitude, cet encéphalogramme plat, alors qu'à l'intérieur, c'est... Vous voyez ? Donc en fait, de là, j'ai compris. Ah, quand même, il était temps. Donc là, j'ai compris en fait que si la journée aurait pu tellement mieux se passer, j'aurais pu vivre moins de drames aujourd'hui si j'avais lâché prise. Si j'avais lâché prise. Si j'avais pas résisté. Si j'avais pas été dans le contrôle. Cogitez, vous, dans votre vie. De ce fait-là, croyez-moi que toutes les fois suivantes, quand je sentais que mon émotionnel montait, je m'enfermais dans une pièce où je profitais d'être toute seule, de monter dans ma voiture, toute seule, pour crier un bon coup. Je me disais, allez, j'ouvre le robinet, j'évacue. Et en fait, les guides ne me testaient pas ces jours-là. S'ils commençaient à m'en faire voir le matin, si ça commençait à 8h, à 9 ou 10h, je laissais sortir mon émotionnel pour avoir la paix, pour être tranquille. Et ils arrêtaient donc de me tester. Puisque j'avais ouvert mon robinet, ils voulaient m'apprendre à ouvrir mon robinet émotionnel, extérioriser. Cette extériorisation, bien entendu, de base, était sur des événements, des aléas, donc c'était pas envers les gens. Ensuite, on m'a fait monter un échelon de savoir exprimer mon émotionnel et taper du poing avec les gens. Ça, c'était encore plus compliqué pour moi. Et puis, petit à petit, voilà, on reprend son pouvoir. Au début, il y a des choses que vous allez vivre qui vont vous mettre dans un inconfort et en souffrance émotionnelle. C'est dur pour vous. Puis à force de les vivre, c'est plus dur pour vous. Par exemple, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, au début, vous allez mal le vivre. Ça va vous miner d'avoir dû monter sur le ring. Peut-être que ça va vous rendre malade quelques heures. Vous allez peut-être appréhender. Peut-être que ça va même vous miner quelques jours. Parfois, vous vivez des choses et il vous faut 2 semaines pour vous en remettre. Je le vois en coaching. Puis au fil du temps, ces 2 semaines, ça va être 2 jours. Et après ces 2 jours, ça va être 2 heures. Puis après un moment, ça sera 5 minutes. À chaque fois, vous voyez, c'est très progressif. Et ça, c'est la guérison. C'est qu'en fait, votre émotionnel, vous ne faites pas ça. Vous l'écoutez, vous le regardez, vous êtes spectateur, vous le laissez sortir. Par contre, cet émotionnel, petit à petit, il va être de moins en moins fréquent et l'intensité va être de plus en plus faible. Et ça, c'est le signe de votre guérison. Mais ce n'est pas par contrôle. Vous ne l'avez pas contrôlé, vous n'avez pas faussé les résultats. Vous n'avez pas cherché à montrer au guide que vous étiez plus guéri que vous ne l'étiez au réel. Non. Non. Vous devez... Déjà, le premier mécanisme, c'est d'arrêter de faire ça. Ça, déjà, c'est la base.
Et ensuite, votre émotionnel, vous l'observez. Et c'est à force de vivre des situations, vos guides sont là pour vous les faire vivre, qu'à force, ça va être de plus en plus confortable. C'est comme quand vous devez prendre la parole oralement devant du monde. Moi, j'ai eu ce problème. Au début, je me rendais malade à l'avance. Puis après, vous vous rendez malade de moins en moins. Puis après, vous le faites, ça vous fait plus rien. Vous voyez, cette idée, c'est que votre souffrance, elle baisse, elle réduit. Le but de la montagne, le but de l'incarnation, déjà. L'incarnation, c'est bien de ne plus souffrir, c'est d'être libre, c'est de vibrer le bonheur. Donc en fait, inévitablement, le but de la montagne, c'est de vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on va vous créer un monde colchique dans les prés. Ça ne veut pas dire qu'on va vous créer, on va vous projeter au pays des licornes. Non. Ça ne veut pas dire qu'on va transformer tous les gens autour de vous en licornes. Non. C'est que vous allez réussir à être moins en souffrance. Les éléments extérieurs vont moins vous faire souffrir, à force des guérisons. Et c'est ça la guérison. C'est que l'extérieur va moins vous faire souffrir. Il y a cependant des phrases pourries telles que « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Cette phrase est souvent mal comprise. Cette phrase, je finis par ne plus savoir la blairer parce que justement, cette phrase est tellement mal comprise que les rigides qui comprennent rien à rien vont en user et en abuser. Cette phrase « ce qui ne tue pas rend plus fort » va être utilisée par des gens rigides qui n'ont rien compris, qui ne travaillent même pas sur eux. Si vous mettez cette phrase, c'est la phrase préférée d'une toxic mama, la toxic mama va essayer de faire croire que c'est quelqu'un de sage, de très philosophe, que dalle, mon Dieu, je pense qu'il n'y a pas pire philosophe qu'elle, contraction, mais elle essaye de faire croire. Comme c'est une maman, elle essaye de faire croire que elle, c'est la parole de la sagesse. Que nenni. Elle n'a rien fait dans sa vie pour monter une montagne, pour bosser sur elle. Donc en fait, ces paroles de sagesse, laisse-moi rire. Par rapport à ça, elle va, elle, utiliser des grandes phrases qu'elle n'a même pas analysées. Avec sa vision très obtuse, très étriquée, elle va commencer à sortir des grandes phrases. Donc, c'est typiquement le genre de phrase qu'elle va utilisée pour éduquer ses enfants. Et donc, n'oublions pas que la toxic mama, c'est quelqu'un de très contrôlant. Ce qu'elle veut, c'est que ses enfants rentrent dans le moule. Il faut qu'ils rentrent dans le moule. De ce que elle souhaite avoir comme famille, comme enfant, pour sa vitrine. Donc en fait, elle va utiliser des phrases pour modeler ses enfants, pour que sa vitrine à elle soit impeccable. Cette phrase du « ce qui ne tue pas rend plus fort », elle va savoir la sortir pour jouer à ça, à la pâte à modeler. Donc si elle a décidé que son enfant ne devait pas divorcer, parce que pour sa vitrine, ça ferait tache sur sa vitrine, si ses enfants lui disent « je ne suis pas heureux dans ma vie », ce qui ne tue pas rend plus fort. Sois résistant, c'est comme ça dans toutes les familles, c'est comme ça dans tous les couples, moi aussi j'ai connu ça, mais c'est comme ça partout, voilà, on édulcore, voilà, ce qui ne tue pas rend plus fort, reste dans ton couple, moi, ma vitrine, elle doit être impeccable, allez, je rejoue à la pâte à modeler, manipulation. Si son enfant veut changer de métier, mais que ce métier, elle aime bien. C'est bien pour sa vitrine à elle. C'est beau. Elle peut quand même pas courir le risque qu'il change de métier. Donc qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Tiens, je vais rejouer à la pâte à modeler. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est comme ça dans tous les boulots. Tu as de la chance, tu ne te plains pas, il y a pire dans la vie. Regarde ton salaire, tu as de la chance. Bref, elle va sortir tout son argumentaire pour jouer à la pâte à modeler. Retourne sur ton étagère, petit bibelot. Ma vitrine, elle doit être impeccable. Attends, je vais bien te refaçonner. Paf, repars dans la vitrine. Et surtout, chut, tais-toi.
Ne dis rien, tu n'as pas le droit de parler. C'est maman qui décide. Voilà. Ben, on repart un peu dans ce schéma-là. Vous voyez? Par contre, si par exemple, elle veut que vous soyez un champion de tennis, c'est très huppé pour son standing, ou je sais pas, chercher un sport qui pourrait plaire à Toxic Mama, je sais pas, de l'équitation, du saut d'obstacle, je sais pas, peut-être comme dans The Crown pour papa. Voilà, chercher un sport. Et ensuite, vous voulez faire du foot. Ben, si par exemple, le foot, c'est pas assez bien pour le standing de Toxic Mama, c'est pas assez, c'est trop populaire, non, c'est pas assez bien. Bah, peut-être que là, par contre, si vous vous blessez au foot, là, elle vous dira pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas t'en remettre, c'est normal. Non, là, elle vous sortira pas cette phrase. Ah bah non, ça sert pas sa vitrine. Là, par contre, elle va dire, tu vois, je t'avais bien dit, c'est hyper dangereux le foot. Tu ferais mieux de faire autre chose. Va faire autre chose, là, quelque chose qui... Tu me vois en footballeuse, dans les tribunes, avec tous ces gens qui chantent, c'est pas assez élégant pour moi, c'est le français moyen, Burke. Vous voyez, ce côté un peu condescendant, prout-prout, qu'a la Toxic Mama. Donc voilà, elle va plutôt... Là, étrangement, elle va pas vous sortir sa phrase de merde, en fait. Là, non, elle va pas vous sortir sa phrase de merde. Donc en fait, cette phrase joker de ce qui ne tue pas rend plus fort, elle utilise les phrases à ses propres fins, selon le profit qu'elle peut en tirer. Et elle vous fait des discours où, à un moment, ce que l'on vous demande, c'est d'observer où sont ces manipulations à Toxic Mama et comment ces discours sont très dirigés, contrôlés et dans la manipulation. Ceci dit, les guides m'ont emmené sur ce terrain puisqu'ils voulaient faire passer ce message, d'accord, mais on est encore une fois écarté de mon sujet premier. Voilà, donc j'ai fait 2 vidéos déjà sur ce thème sans réussir à parler. Putain, mais c'est fou quand même. Putain, c'est mon anniversaire, laissez-moi parler. Vous savez à quelle heure ils m'ont réveillé ce matin? Vous voyez que j'ai des petits yeux? Vous savez à quelle heure ils m'ont réveillé? Vous allez rire, hein. 5h55. Ils disent, bah quoi? Ton anniversaire, c'est le 5 juillet, c'était ta surprise. 5h55. Bah, j'aurais préféré comme surprise du soleil. J'attends toujours mon colis soleil. C'est le seul cadeau que je leur ai demandé pour cet anniversaire. Je leur ai demandé pour cadeau du soleil. J'ai pas eu. 33 minutes. Ça veut dire que cette vidéo sur l'encéphalogramme plat, il y a moyen qu'on le fasse en accéléré pour la finir quand même? D'accord. On va vous faire donc vivre plein d'anecdotes sur votre parcours. Je suis sûre, hein, je vais devoir en refaire une 3e sur cette thématique. Vous voyez? Parce que là, ils me disent, ouais, écoute la vidéo, mais on en refera une plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire. Cette histoire d'encéphalogramme plat, ça doit être un vrai encéphalogramme plat où les événements que vous vivez dans la vraie matière, les événements ne doivent pas, ils vous impactent plus. Mais pas parce que vous avez fait ça et qu'en apparence d'extérieur vous avez un encéphalogramme plat et qu'à l'intérieur c'est la souffrance. Non. Vous ne devez pas être dans le paraître, vous devez être dans l'être. Et en fait, on va vous faire vivre et vous guérir pour vous libérer de tout ça, où, en effet, tout ce que vous aviez l'habitude de vivre avant et qui vous mettait dans un inconfort de cinglé et qui vous mettait en souffrance, ben à un moment, ça va vraiment ne plus vous impacter. Et vous aurez vraiment à l'intérieur cet encéphalogramme plat. Vous savez, comme quelqu'un qui commence à faire de la course à pied. Il va faire de la course à pied. Au début, il est en souffrance, il a mal. Puis après,
Il n'y a pas de souci, il le fait sans problème, il a pas mal. Il y a comme une progression, parce que petit à petit, il y arrive de mieux en mieux, il est de moins en moins en souffrance, puis à la fin, c'est bon, que dalle, tout va bien, les doigts dans le nez, pas de problème. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, les guides, ils observent non pas le résultat de l'apparence, mais vos mécanismes masochistes et de trahison. Si vous réprimez votre enfant intérieur, vous êtes quand même masochiste envers vous-même, puisque l'émotionnel vaut mieux qu'il soit expulsé que stocké, parce que quand on réprime son émotionnel, c'est de la boue, et à la fin, on est en état anxieux et en souffrance intérieure, et c'est ça qui crée des problèmes de santé. Donc il faut savoir l'expulser. Déjà, il faut arrêter de se trahir et d'être masochiste envers son propre corps. Donc il vaut mieux l'expulser que de l'intérioriser. Ça, déjà, c'est ces premiers mécanismes où ils vont voir. Ensuite, ils vont voir à quel est votre niveau de souffrance, ce qui vous fait encore souffrir. Le but, c'est de vous libérer de la souffrance. Donc inévitablement, on va vous faire vivre des choses et vous rôder à vivre des choses un peu à répétition jusqu'à ce que ça ne vous atteigne plus. Et que ces choses ne vous atteignent plus. Mais pas vous atteignent plus parce que vous vous mentez à vous-même et que vous dites non, mais moi, ça ne m'atteint plus alors qu'à l'intérieur, vous êtes en souffrance. Non, ça, c'est du mensonge, c'est du paraître. C'est pas du être. C'est avoir l'air d'eux. Mais en fait, vous allez devoir vraiment être aligné. Vous allez vraiment devoir être aligné que ce que vous dites, c'est vraiment représentatif de ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que les guides voient. Et eux, vous ne pouvez pas leur mentir, en fait. Vous ne pouvez pas leur mentir. Et si ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur dans le cœur, ce que vous faites en apparence n'est pas du tout représentatif de ce que vous pensez, n'est pas représentatif de ce que vous ressentez, n'est pas représentatif de tout l'émotionnel que vous vibrez dans vos entrailles, vous êtes dans du paraître et dans des masques. Et ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Ensuite, cette authenticité, on va la rendre de plus en plus apaisée. De plus en plus apaisée. Mais déjà, soyez authentique. Assumez votre authenticité. Assumez vos émotions. Et ensuite, tout ça, on va aller l'apaiser à force d'entraînement. Mais la priorité, soyez authentique. Donc apprenez déjà à retirer vos masques, travaillez sur vos masques égotiques, parce que ces masques, vous les avez par peur d'eux. Parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous avez peur d'être abandonné, parce que vous voulez contrôler votre image, parce que vous êtes très axé sur le regard des autres, mais en fait, vous échouez au défi authenticité. Si déjà vous êtes authentique, mais que c'est pas parfait, vous avez quand même la moyenne à votre défi, parce qu'au moins, vous avez quand même au moins été authentique. Ensuite, il va falloir ne pas être toxique. Et ne pas être toxique envers vous, ne pas être toxique envers les autres. Et être de plus en plus quelqu'un qui est stable. Donc tout ce qui vous faisait souffrir, petit à petit, on va vous libérer pour être en énergie haute, paisible, en paix, mais aussi que les choses n'arrivent plus à vous mettre en colère ou triste pour des petites broutilles, en fait. Pour des petites broutilles. Et tout ça, c'est pas des défis que vous ratez. C'est pas des défis que vous ratez, parce que tant que vous êtes authentique, c'est ok. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être authentique, je suis en colère, donc j'ai tapé le voisin. Non, c'est pas ça. Mais on va, à force de nettoyage, vous allez être de plus en plus en paix. Il y a tellement de choses qui n'arriveront plus à vous mettre en colère
ni à vous fâcher. Et moi, ce mois de marathon, de tests de cinglé qu'on m'a fait vivre, c'est des choses qui avant me mettaient quand même un peu à cran. Et à l'intérieur, ça me mettait à cran. Et là, quand je suis à cran, c'est assez rigolo parce que moi, je sens que c'est différent de quand je suis zen. Je sens une différence. Je sens que je suis pas zen. Et comme j'ai pris l'habitude d'être spontanée et de dire les choses, parfois j'ai des mots tels que je vais raconter ça à quelqu'un, je vais dire oh, hier la journée, ça a été une journée pourrie, franchement, j'étais hors de moi. Puis là, les guides se marrent, je les entends se marrer, je fais ouais, c'est vrai, mes mots ne sont pas adéquats. C'est ça, c'est qu'en fait, je continue d'exprimer les choses comme avant. C'est-à-dire que avant, oui, j'étais hors de moi. Intérieurement, peut-être pas extérieurement. C'est-à-dire qu'au début, comme j'exprimais rien, comme je vous ai dit, sur adaptation, j'exprime pas dérangé, j'exprimais rien. Mais du moment où les guides m'ont demandé, il faut que tu exprimes. Ok, j'ouvrais mon robinet, mais inévitablement, vous avez tout ce surplus que vous avez étouffé. Donc parfois, quand vous exprimez, c'est un peu pan, pan, pan. Vous voyez, c'est un peu explosif. Parce que, j'ouvre le robinet, mais c'est un gros jet qui sort. Et ça dure un certain temps. Et ce certain temps, c'était j'étais hors de moi. Voilà. Mais très rapidement, ce fameux hors de moi, déjà, les gens se marrent parce qu'ils entendent Peggy hors d'elle. Déjà, quand j'étais explosive au summum de ma montagne, où j'ai été le plus explosif, c'était quand même tempéré comparé à plein d'autres personnes. Ouais, mais moi, en élément de comparaison, qu'avant j'exprimais rien, pour moi, c'était déjà fort, en fait. Comme en plus, j'avais peur des gens colériques, moi, déjà ça, c'était... Waouh, c'était déjà ce que moi, j'aimais pas. Enfin, vous voyez... Et moi, je l'incarnais, j'étais obligée d'exprimer, d'être en colère. Donc, si, c'était déjà beaucoup pour moi. Alors que plein de gens disent, vous au vent, hein. Vous voyez. Et là, maintenant, j'ai pris cette habitude de dire, mais je suis hors de moi. J'étais hors de moi. Sauf que le j'étais hors de moi, mon pic, s'il était là à un moment, maintenant, il est là. Et j'ai encore les mêmes mots. Non, c'est plus représentatif. Donc, en fait, les guides m'ont beaucoup repris dans ce mois-ci à me montrer que, hors de toi, Et les gens me le font remarquer en me disant, ça va, t'es calme, en fait, quand t'es énervé, t'es drôlement calme. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, je suis pas si énervée que ça. C'est il y a quelque temps où j'étais plus énervée, mais j'ai bien senti que mon pic, il est plus aussi haut, il est plus bas. Et ça a vraiment pas duré longtemps, en fait, ça fait pouf. Et puis, j'utilise des mots qui sont plus adaptés. C'était adapté à avant. Ah ouais, je suis hors de moi. Je suis pas crédible. Hein. Donc souvent, je rigole, je dis ouais, enfin non. J'étais hors de moi, j'étais agacée, quoi. Voilà, j'étais agacée. Ça m'a saoulée, ça m'a gavée, mais j'étais pas hors de moi. Voilà. Et en fait, c'est tout cet encéphalogramme-là où en fait, vous êtes obligé de rechanger votre discours parce que parfois, vous voyez que vous avez encore des mécanismes de souvenirs du passé alors que vous n'êtes pas comme ça, en fait. Vous n'êtes pas comme ça. C'est comme parfois, je sais plus, j'ai tenu ce discours à plusieurs personnes où j'ai dit ouais, moi quand même, je suis quelqu'un de rancunière. Et ces gens qui me connaissent depuis longtemps m'ont regardé en disant toi, rancunière? T'es pas rancunière? Et je me suis dit pourquoi je dis que je suis rancunière alors? De où ça me vient que je dis que je suis rancunière? Est-ce que je l'ai été finalement dans cette vie? C'est peut-être un souvenir que j'ai d'une vie antérieure. Ouais, c'est ça. À cause de ma blessure de trahison dans les vies antérieures. Et je me dépeignais comme quelqu'un de rancunier. Je sais pas de où ça me vient. Ou peut-être quelqu'un qui m'a dit ça un jour, je sais pas. Et je me suis toujours dépeinte comme quelqu'un de rancunier. Je sais pas à quoi je compare. Peut-être parce que pour moi, je sais pas. Et les gens me disent, mais toi, rancunière? Non.
Et je vous jure. Et il n'y a pas encore si longtemps, hein, il y a moins de 6 mois. Les gens m'ont dit, mais t'es loin d'être rancunière, en fait. Et je me suis dit, mais voilà, je sais pas pourquoi. J'avais cette image-là de moi. Et non, en fait, les guides me disaient non. Et j'avais quand même un regard sur moi sévère, vous voyez, sévère, que j'étais pas assez bien, je sais pas. Vous voyez des trucs comme ça. Ouais, moi j'ai un défaut, je suis rancunière. Ouais, j'étais pas fière de ça en fait, mais je l'avouais, je m'en cachais pas. Mais les gens me disaient, bah, t'es même pas rancunière. Et eux avaient plein d'exemples où j'aurais eu raison de leur en vouloir, d'être rancunière, et je l'étais pas. Vous voyez, on a tous des trucs bizarres comme ça. Autant, vous, je détecte plein de choses comme ça, mais souvent c'est des trucs qu'on vous a dit dans votre enfance. On vous a dit un truc dans votre enfance et vous l'avez pris pour vérité. C'était quand on rejouait la pâte à modeler avec vous. Mais moi, cette histoire de rancunière, je sais même pas d'où ça vient. J'ai même pas le point de départ. Parce que même mes parents me disent, mais toi, t'es pas du tout rancunière. Ils m'ont vu me faire avoir 10 000 fois dans ma vie, me dire d'être moins naïve, d'être moins entière avec les gens. Je sais pas d'où ça vient. Réfléchissez à des croyances que vous avez comme ça sur vous. Si vous êtes en coaching avec moi, on en parlera de ces croyances que vous avez. J'ai des gens comme ça en coaching qui me disent, moi je suis ci, moi je suis ça. Ah non. Par contre, ça peut être à double tranchant, parce que parfois vous avez une vision erronée de vous. Parfois, la vision que vous avez de vous, elle est erronée. C'est que parfois, pour certaines personnes, comme moi, je suis trop sévère avec moi, mais il y a des gens, ils sont trop positifs envers eux. Et ils ne voient plus leurs défauts. Et la phrase de cette semaine, c'est bien que celui qui ne voit pas où sont ses défauts n'arrivera pas à progresser. J'ai bien compris que quelqu'un qui ne voyait pas ses erreurs ne sera jamais capable de changer. Ouais. Et ça, par contre, c'est plus embêtant. Mais moi, ça, j'ai pas eu. Moi, au contraire, j'étais plus sévère envers moi. Mais celui qui est trop positif et qui se voit trop parfait, il va avoir beaucoup plus de mal à avancer, parce qu'il a une vision erronée de lui et il veut pas travailler sur certains trucs parce qu'il voit même pas qu'il est comme ça. Et on a même du mal à lui faire comprendre et entendre qu'il a ce truc-là à guérir. Non. Vous voyez comme moi, là, j'ai une chemise mauve? Non, j'ai pas une chemise mauve. Non, je te jure. Ah non, Peggy, tu te fais des idées. Non, elle est verte. Et le mur, il est rose derrière. Si, je te jure. Mais je te jure, je m'en rappelle quand j'ai acheté le pot de peinture, je te jure, il est rose. Bah regarde, il est rose le mur. Vous avez vu, j'ai été crédible. Est-ce que j'ai été crédible ou pas? Je sais pas, vous me direz. J'ai essayé de le faire le mieux possible. Mais ces gens-là, ils font ça avec une tête, ils sont convaincants. Vous deviendriez fou à leur contact. Ah non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'est-ce qui te fait penser que le mur, il est pas rose? Regarde, il est rose. Voilà. J'ai toujours envie de me marrer face à ces pièces-là. Je me dis, sinoche. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sur l'encéphalogramme plat aura été claire. Vous comprenez un peu cet émotionnel-là? Vous pouvez pas tricher. Vous pouvez pas la mettre à l'envers à vos guides. Ils voient votre émotionnel. Donc, ne cherchez pas à leur mentir. Soyez authentique. C'est ça. En fait, vous les énervez encore plus parce qu'ils ont vraiment l'impression que vous les prenez pour des cons, en fait. Et vous êtes juste en train de montrer que vous n'avez pas foi. Vous continuez à croire que les guides, vous pouvez leur cacher vos pensées et vos émotions. En fait, vous les prenez vraiment pour des cons. Vous n'avez toujours pas compris comment ça marche, en fait.
Vous n'avez toujours pas compris, hein, que les guides, ils voient tout, vous pouvez rien leur cacher. Non, vous êtes tellement contrôlant et égotique que vous avez encore cru qu'en mentant, vous alliez réussir à leur prouver le contraire. Mais eux, ils ont vu, hein, ils voient. Et rien que ça les énerve en fait, parce que ça prouve encore plus à quel point vous êtes contrôlant. Et à quel point, mon Dieu, il y a des dégâts en vous. Hein. Mon Dieu. Voilà, donc je vous laisse écouter cette vidéo qui commence à être longue quand même. Allez, bisous à vous. Bisous.